Il y a 11 000 ans, au sommet d'une colline brûlée par le soleil dans le sud de la Turquie, quelque chose a surgi de la terre qui n'aurait jamais dû y exister. D'immenses piliers de calcaire, certains pesant jusqu'à 10 tonnes, taillés avec une précision remarquable et disposés en vastes cercles cérémoniels. Aucun outil en métal, aucune écriture, aucune civilisation agricole pour les expliquer. Rien de tout ce que notre compréhension de l'histoire aurait dû permettre de trouver à cette époque. C'était Göbekli Tepe. Et lorsque les archéologues l'ont mis au jour pour la première fois, ils n'ont pas simplement révisé leurs manuels, ils les ont jetés en totalité. Pendant des décennies, la question de savoir qui avait réellement bâti ce lieu a alimenté des débats acharnés, des théories extravagantes et une véritable controverse scientifique. Puis l'ADN ancien est entré en scène. Et ce qu'il a révélé sur les bâtisseurs de ces pierres, leurs origines, leur biologie, leur place dans la grande trajectoire de l'histoire humaine, s'est avéré bien plus extraordinaire que tout ce que les mythes avaient jamais pu imaginer. Pour comprendre pourquoi Göbekli Tepe est si important, il faut d'abord s'y transporter, ne serait-ce qu'en imagination. Visualisez une colline dans le sud-est de la Turquie, non loin de la frontière syrienne, des plaines arides et ondulées s'étendant à perte de vue vers l'horizon. Imaginez maintenant d'énormes piliers en T de calcaire s'élevant du sol, certains atteignant près de 6 mètres de hauteur, pesant chacun plusieurs tonnes, disposés en vastes enclos circulaires, avec deux piliers encore plus imposants trônant au centre de chaque anneau, tels des gardiens silencieux. Ce ne sont pas de simples griffures grossières dans la pierre, ce sont des œuvres d'un art délibéré et maîtrisé. Des renards, des vautours, des scorpions, des sangliers sauvages, des serpents et des gazelles sculptés sur les surfaces avec un talent et une patience qui impressionnent encore les sculpteurs professionnels de nos jours. Bon nombre de ces piliers semblent avoir des bras et des mains. Certains portent ce qui ressemble à des pagnes sculptés. L'équipe de fouilles est convaincue qu'ils étaient destinés à représenter des silhouettes humaines, d'immenses figures sans visage pétrifiées dans la roche, présidant à quelque chose que nous ne comprenons toujours pas pleinement. Considérons maintenant la chronologie, car c'est là que tout devient véritablement difficile à assimiler. Stonehenge a été érigé il y a environ 5000 ans, les grandes pyramides de Gizeh il y a à peu près 4500 ans. Ces deux sites sont à juste titre considérés parmi les réalisations les plus stupéfiantes de l'histoire humaine. Göbekli Tepe les précède tous les deux de plusieurs milliers d'années. Ces couches les plus anciennes remontent à environ 11 000 ans, ce qui signifie que lorsque les Égyptiens posaient les premières pierres des pyramides, Göbekli Tepe était déjà un vestige antique. Pensez à tout ce que l'humanité a accompli au cours des 4500 dernières années. La Grèce antique, l'Empire romain, la Renaissance, la Révolution industrielle, la bombe nucléaire, l'Internet. Maintenant, multipliez cette durée par 3 et placez-vous à son point de départ. C'est là que ces piliers plongent leurs racines. Et voici ce qui a véritablement bouleversé l'archéologie. Au moment où ces pierres étaient dressées, rien de ce que nous associons à la construction monumentale n'existait encore. Pas de culture domestiquée, pas de poterie, pas d'outils métalliques, pas de transport à roues, pas d'écriture, pas d'empire, pas d'État. Selon tous les critères conventionnels de ce que nous appelons la civilisation, les gens responsables de Göbekli Tepe n'étaient pas censés être capables de le construire. Lorsque l'archéologue allemand Klaus Schmidt a commencé à fouiller le site sérieusement dans les années 1990, il a compris presque immédiatement qu'il se trouvait face à quelque chose qui réécrivait toutes les règles. Sous quelques centimètres de sol accumulé apparaissaient déjà les sommets des grands piliers. Au fur et à mesure que son équipe creusait plus profondément, des anneaux complets de pierres sculptées émergèrent. Puis un autre anneau, puis un autre encore. Un relevé géomagnétique réalisé en 2003 révélerait finalement au moins 20 enclos enterrés distincts, répartis sur la colline. Schmidt consacra le reste de sa carrière à ce seul site du sud-est de la Turquie, et il l'absorba entièrement.
Sa conclusion la plus audacieuse fut aussi la plus durable. Le temple, soutenait-il, est apparu avant la ferme. La religion organisée, le rituel collectif, la construction monumentale. Ces phénomènes ne sont pas nés d'un surplus agricole, comme chacun l'avait supposé. Ils sont venus en premier. L'impulsion de bâtir quelque chose de sacré a peut-être été la force même qui a poussé les êtres humains vers l'agriculture. Cette idée a provoqué un véritable séisme dans le monde de l'archéologie, et l'histoire ne faisait que commencer. Lorsqu'une découverte aussi ancienne et aussi impressionnante surgit dans les archives archéologiques, l'imagination a tendance à devancer la science. Et l'imagination, comme on peut le constater, se montre remarquablement fertile lorsqu'elle se retrouve face à quelque chose qu'elle ne peut pas facilement expliquer. Les théories ont commencé à fleurir presque aussitôt que Göbekli Tepe est devenu connu du grand public. Pour certains, la simple échelle du site était une preuve suffisante que des êtres humains ordinaires de l'Antiquité ne pouvaient pas en être responsables. Quelque chose d'autre devait être impliqué, quelque chose de plus grand. Et à partir de cette seule supposition, tout un écosystème d'explications alternatives a vu le jour. Certains ont évoqué les Anunnaki, les dieux de la mythologie sumérienne antique, réinterprétés par certains auteurs populaires comme des visiteurs extraterrestres qui auraient doté les premières civilisations humaines de connaissances et de technologies bien au-delà de ce que les peuples de l'âge de pierre auraient pu développer seuls. D'autres ont relié le site aux veilleurs décrits dans le livre d'Enoch, un ordre déchu d'êtres célestes qui, selon ce texte, aurait enseigné à l'humanité des arts interdits. Un auteur est allé jusqu'à établir un lien direct entre Göbekli Tepe et le Jardin d'Éden, ce qui constitue un bond créatif assez remarquable, étant donné que la Genèse ne dit absolument rien d'Adam et Ève, organisant une vaste opération d'extraction de calcaire. Puis vient la théorie de la civilisation perdue, peut-être la plus persistante et la plus séduisante de toutes. Des auteurs comme Graham Hancock ont soutenu qu'une civilisation avancée, d'avant l'Holocène, sophistiquée, technologiquement compétente et aujourd'hui totalement disparue, serait responsable de sites comme Göbekli Tepe. Selon cette vision, l'impact catastrophique d'une comète il y a environ 13 000 ans aurait déclenché un bouleversement climatique qui aurait effacé cette civilisation de la surface de la Terre, ne laissant que ses monuments comme témoignage fantomatique de son existence. C'est un récit fascinant, mais c'est aussi, lorsque l'on examine les preuves attentivement, un récit en quête de faits plutôt que l'inverse. Deux chercheurs ont même affirmé que l'un des piliers de Göbekli Tepe fonctionnait comme une carte astronomique enregistrant la date précise de cette catastrophe cosmique. Cette lecture exigerait que les bâtisseurs aient cartographié les mêmes constellations que celles que les Grecs anciens développeraient 9000 ans plus tard, ce qui est, pour le dire avec une certaine générosité, un étirement extraordinaire. De même, les théories sur les alignements astronomiques du site et son éventuel lien avec le lever de Sirius sont certes intéressantes comme hypothèses, mais restent fermement dans le domaine de la spéculation éclairée plutôt que de l'archéologie établie. Ce que toutes ces théories partagent, au-delà de leurs différences apparentes, c'est une seule supposition implicite, que les peuples du Proche-Orient ancien, ces êtres humains bien réels qui vivaient, travaillaient et mouraient dans cette région il y a 11 000 ans, n'étaient tout simplement pas capables, pas assez intelligents, pas assez organisés, pas assez sophistiqués pour avoir accompli cela par eux-mêmes. Cette supposition plonge ses racines dans la pensée du XIXe siècle sur l'évolution culturelle, dans l'idée que la préhistoire rimait avec primitivité et que des peuples sans écriture ni métal étaient essentiellement plus proches des animaux que de nous. C'est une vision profondément condescendante et elle est tout simplement fausse. Chaque théorie marginale sur Göbekli Tepe, si élaborée soit-elle, repose en définitive sur ce même fondement vacillant. Mais les archives archéologiques, examinées honnêtement et dans leur intégralité, racontent une histoire radicalement différente. Et lorsque l'ADN ancien a finalement été ajouté à ce tableau,
il n'a pas révélé une civilisation cachée, tapie dans le patrimoine génétique. Il a révélé quelque chose que les théories conspirationnistes n'avaient jamais envisagé. Avant même que l'ADN n'entre en scène, le sol lui-même avait déjà commencé à contester les explications les plus simplistes. Et ce qu'il disait était considérablement plus intéressant que ce qu'avaient prévu aussi bien les tenants des théories alternatives que le consensus archéologique initial. La théorie des chasseurs-cueilleurs de Klaus Schmitt avait toujours posé un problème. Elle reposait sur une image particulière des habitants de Göbekli Tepe comme visiteurs saisonniers, des groupes nomades de passage, se réunissant à des fins rituelles avant de se disperser à nouveau dans le paysage. C'était une image convaincante. Elle ne correspondait simplement pas tout à fait à ce que le sol renfermait réellement. Parmi les outils les plus fréquemment retrouvés dans les couches sédimentaires du site, on trouve des lames de fossiles, non pas par dizaines, mais par dizaines de milliers. Les lames de fossiles sont l'outil caractéristique de la récolte des céréales, façonné et utilisé spécifiquement pour couper les tiges de grains près du sol. Leur présence à cette échelle n'est pas anodine, elle est révélatrice. Ce ne sont pas les outils de personnes qui compléteraient occasionnellement un régime de chasse avec quelques graines sauvages. Ce sont les outils de personnes engagées de manière sérieuse, répétée et systématique dans le traitement des grains. Aux côtés des lames de faucille se trouvent des mortiers, des pilons et des meules, l'équipement de traitement de personnes qui travaillent dans les matières végétales en grande quantité. La chercheuse Laura Dietrich a réalisé une analyse détaillée de ces outils et a confirmé que beaucoup portaient des traces d'utilisation spécifiques sur des plantes de la famille comprenant l'orge et le blé. L'image qui se dégageait des archives matérielles n'était pas celle de visiteurs rituels nomades. C'était celle de personnes entretenant une relation de travail durable avec le territoire qui les entourait. Les ossements d'animaux racontent une histoire parallèle. Des dizaines de milliers de restes d'animaux abattus remplissent les dépôts du site, principalement des gazelles et des bovins sauvages, mais aussi un nombre significatif de moutons sauvages montrant des signes précoces d'interaction gérée, le genre qui mène finalement à la pleine domestication. De grands festins ont presque certainement eu lieu ici, peut-être des festins rituels d'une ampleur telle qu'ils auraient nécessité une organisation logistique sérieuse pour être maintenus. L'architecture ajoute encore une autre couche de complexité. Les grands enclos circulaires étaient presque certainement plutôt couverts, rendant leurs intérieurs sombres, fermés et délibérément atmosphériques. Des structures plus petites au sein du complexe élargi ressemblent étrangement à des habitations permanentes, le genre construites par des gens qui avaient l'intention de rester plutôt que de passer. Des fouilles plus récentes ont depuis mis au jour des grains de céréales morphologiquement domestiqués sur le site lui-même, renforçant considérablement cet argument. Et puis, il y a la chronologie de la construction, qui raconte sa propre histoire singulière. Sur environ 1800 ans d'activité de construction, la qualité du travail a en réalité décliné. Les enclos les plus anciens contiennent les pierres les plus impressionnantes et les plus techniquement abouties. Au fil des siècles, l'artisanat devient progressivement moins raffiné, jusqu'à ce que les structures plus tardives paraissent presque rudimentaires en comparaison. 20 enclos enterrés séparés ou plus, chacun construit par-dessus ou autour du précédent, révélé par un relevé géomagnétique en 2003, témoignent d'une communauté qui est revenue en ce lieu de génération en génération. Le tableau qui émerge de tout cela n'est pas celui de chasseurs-cueilleurs faisant une pause entre deux migrations. C'est celui d'une communauté profondément ancrée dans un paysage, le travaillant, le gérant, et se tenant au seuil de l'une des transitions les plus importantes de toute l'histoire humaine, le passage de la quête de nourriture à sa culture. L'archéologie avait établi tout cela, mais l'ADN allait montrer à quel point cette histoire plongeait ses racines en profondeur. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, les morts gardaient leurs secrets. Quelles que soient les histoires qu'ils portaient, leur origine, leurs ancêtres, les distances qu'ils avaient parcourues,
tout disparaissait avec eux dans la Terre. Puis, au cours des 2 dernières décennies, l'ADN ancien a tout changé. Des scientifiques ont appris à extraire et à séquencer du matériel génétique prélevé sur des ossements vieux de plusieurs milliers d'années, sur des dents et des structures de l'oreille interne où la matière biologique survit le plus longtemps. Soudainement, le passé a commencé à parler dans un langage entièrement nouveau. Non plus le langage des objets, des couches de sol et des types d'outils, mais le langage de la biologie elle-même. Et ce que ce langage a révélé sur les habitants de Göbekli Tepe et de la région plus large du Proche-Orient ancien était extraordinaire. Des études génétiques sur des restes humains provenant d'Anatolie, du Levant et des monts Zagros, cet arc de terre qui berce le croissant fertile, ont révélé quelque chose que personne n'avait vraiment anticipé. Ces populations vivant à proximité géographique étaient génétiquement assez distinctes les unes des autres. Les agriculteurs anatoliens, le groupe le plus directement lié à la région de Göbekli Tepe, portaient une signature ancestrale spécifique, différente de celle de leurs voisins à l'est et au sud. Il ne s'agissait pas d'une seule masse indifférenciée de peuples préhistoriques se déplaçant uniformément dans un paysage. C'étaient des communautés distinctes, aux histoires profondes et séparées, se développant en grande partie en parallèle dans la même vaste région pendant des milliers d'années. Cela est d'une importance capitale pour réfuter la théorie de la civilisation perdue. Si une population fondatrice avancée avait traversé cette région, enseignant à ses habitants à tailler la pierre, à organiser le travail et à sculpter des animaux avec des mains expertes, on s'attendrait à trouver son empreinte génétique dans l'ADN des peuples qui ont suivi. On s'attendrait à un signal, une ascendance anormale, une contribution génétique inexplicable provenant d'une population qui n'y aurait pas sa place. Il n'y en a aucune. L'ADN ne révèle aucun fondateur caché, aucune population fantôme, aucun afflux mystérieux d'ascendance extérieure coïncidant avec l'essor de Göbekli Tepe. Les bâtisseurs étaient les descendants de personnes qui vivaient dans cette région depuis des milliers d'années, avant que le premier pilier ne soit jamais érigé. La continuité est ininterrompue et sans ambiguïté. Quel que soit le savoir qui a présidé à la conception de ces pierres sculptées, il n'est pas venu de l'extérieur. Il a grandi ici, s'est accumulé ici, transmis de génération en génération par des personnes dont les ossements étaient déjà dans ce sol bien avant que le premier enclos ne prenne forme. L'ADN confirme également le tableau économique complexe que l'archéologie avait déjà suggéré. Les modèles génétiques dans la région s'alignent sur des populations en train de transiter vers l'agriculture. Ni des agriculteurs soudains, ni de purs chasseurs-cueilleurs, mais des communautés traversant exactement le type de transition graduelle et lente, à l'échelle des générations, que les lames de fossiles, les meules et les ossements d'animaux gérés avaient déjà laissé entrevoir. Les gènes dans le sol racontent la même histoire que les outils dans le sol. Il la raconte simplement avec une précision considérablement plus grande. Et puis, il y a ce que la génétique révèle sur ce qui s'est passé ensuite. Car l'histoire de ces peuples ne s'est pas terminée sur cette colline du sud-est de la Turquie. Elle ne s'est pas arrêtée lorsque le dernier enclos a été enterré et que les bâtisseurs sont partis. Elle a voyagé. Elle s'est répandue. Elle est devenue, d'une manière qui n'est que maintenant pleinement visible, l'histoire d'une partie significative de l'humanité vivant aujourd'hui. Mais cette partie de l'histoire mérite son propre moment. La lignée des agriculteurs anatoliens n'est pas restée sur place. C'est peut-être la chose la plus discrètement stupéfiante que l'ADN a révélée. Non seulement qui étaient ces gens, mais où ils sont allés et ce qu'ils ont emporté avec eux lorsqu'ils sont partis. À mesure que l'agriculture s'est propagée vers l'ouest au cours des millénaires suivants, les peuples de cette région se sont déplacés avec elle, non pas sous la forme d'une seule et dramatique migration, mais comme une expansion générationnelle lente. Des communautés s'avançant progressivement vers de nouveaux territoires, emportant avec elles leurs semences, leurs animaux, leurs connaissances accumulées et leurs gènes.
Au terme de ce mouvement, la lignée des agriculteurs anatoliens était devenue l'une des principales sources ancestrales de la population européenne. Les Européens modernes portent une part substantielle de leur héritage génétique provenant précisément de cette source. Les personnes qui se rassemblaient à Göbekli Tepe, qui récoltaient l'orge sauvage, géraient des moutons sauvages et dressaient de gigantesques piliers de calcaire sans roue ni métal, comptent parmi les ancêtres d'une grande partie du monde d'aujourd'hui. Prenez un moment pour laisser cela s'imprégner en vous. Les bâtisseurs de ces enclos sculptés ne sont pas une note de bas de page dans l'histoire humaine. Ce ne sont pas des gens mystérieux et disparus, coupés de nous par les 11 000 ans qui nous séparent. Au sens le plus littéral et biologique du terme, pour une part significative de l'humanité vivant en ce moment même, ils sont de la famille. Lorsque vous regardez ces piliers, les renards, les vautours et les scorpions rendus dans le calcaire par des mains patientes et expertes, vous ne regardez pas nécessairement l'œuvre d'étrangers. Vous regardez peut-être quelque chose créé par des personnes dont les gènes circulent directement en vous. La distance de 11 000 ans s'effondre en quelque chose de bien plus immédiat lorsqu'on le formule ainsi. Et cela rend la question de ce qui a poussé ces gens à construire quelque chose d'aussi extraordinaire considérablement plus personnel. L'ADN confère également un poids inattendu à l'idée qui a hanté Klaus Schmidt tout au long de sa carrière. Sa revendication la plus audacieuse, celle qui a provoqué un véritable séisme dans l'archéologie, était que le temple avait précédé la ferme, que l'impulsion organisationnelle et spirituelle derrière Göbekli Tepe était antérieure à la révolution agricole plutôt que postérieure à elle. Les preuves génétiques, lues en parallèle avec l'archéologie, suggèrent qu'il avait raison. Les populations de cette région étaient déjà socialement complexes, coordonnaient déjà de grands projets collectifs, construisaient déjà des habitations permanentes, géraient des animaux sauvages et récoltaient des céréales avant que la domestication ne soit pleinement établie. L'infrastructure sociale est venue en premier. L'agriculture a suivi. Cela renverse l'histoire que nous nous racontons depuis longtemps sur le développement de la civilisation. Le modèle standard suit une seule direction. L'excédent alimentaire permet les loisirs permettent la pensée permet la religion, l'art et la construction de monuments. Göbekli Tepe et désormais l'ADN qui porte témoignage pour ses bâtisseurs suggère que la séquence inverse est tout aussi possible, que la soif de construire quelque chose de sacré, quelque chose de partagé, quelque chose de plus grand que toute vie individuelle peut être en elle-même un moteur de la civilisation plutôt que son produit. Klaus Schmidt est mort d'une crise cardiaque en juillet 2014, sans jamais voir le poids total de la confirmation génétique se déposer derrière la théorie qu'il avait défendue pendant des décennies. Il y a quelque chose de véritablement émouvant dans cela. L'homme qui avait consacré sa vie professionnelle à une colline du sud-est de la Turquie avait raison sur l'essentiel. Il n'a simplement pas vécu assez longtemps pour voir la science le prouver. Mettons correctement fin à l'argument de la civilisation perdue, car il mérite davantage qu'un simple rejet d'un geste de la main. Il mérite d'être démonté à l'aide des preuves réelles de ce dont les habitants de la fin du Pléistocène et du début de l'Holocène étaient véritablement capables. Et ces preuves sont franchement stupéfiantes. Commençons par les outils. Les peuples de cette époque ne se contentaient pas de frapper des pierres les unes contre les autres en espérant le meilleur. Ils fabriquaient des instruments complexes à plusieurs composants, à partir de la pierre, de l'os, du bois de serre et du bois, combinant différents matériaux avec un niveau de compréhension technique qui nécessitait des connaissances accumulées et sophistiquées pour être développées et transmis d'une génération à l'autre. Ce n'étaient pas de simples objets, c'étaient des solutions d'ingénierie à des problèmes spécifiques, affinés au fil de siècles d'expérimentation. Considérons ensuite la chasse. Ce sont des personnes qui abattaient régulièrement des animaux bien plus grands et bien plus dangereux qu'eux-mêmes. Des bisons, des aurochs, des mammouths laineux, des créatures qui auraient pu tuer un être humain sans particulièrement le chercher.
Les chasser avec succès ne nécessitait pas seulement du courage. Cela exigeait une planification minutieuse, une stratégie de groupe coordonnée, une connaissance détaillée du comportement animal et le type de communication claire et complexe dont seul un esprit humain pleinement moderne est capable. On ne prend pas un mammouth par accident. Puis vient la navigation, et c'est celle qui tend à stopper les gens dans leur élan lorsqu'ils l'entendent formuler correctement. Les peuples mésolithiques, qui occupaient la grotte de Franchti en Grèce, récoltaient régulièrement du thon d'eau profonde et se procuraient de l'obsidienne sur l'île de Mélos. Ces deux activités nécessitaient de naviguer bien en pleine Méditerranée, hors de vue des côtes, à bord d'embarcations capables de tenir en mer ouverte. Ces gens ne pagayaient pas prudemment le long des côtes. Et puis il y a les premiers humains à avoir atteint l'Australie et la Nouvelle-Guinée, il y a plus de 40 000 ans, qui ont traversé des étendues d'eau à ciel ouvert, dépassant 90 kilomètres pour y parvenir. 90 kilomètres d'océan ouvert, 40 000 ans avant que la première pierre de Göbekli Tepe ne soit érigée. Ces personnes n'avaient pas besoin d'aide extérieure pour accomplir des choses remarquables. C'étaient des résolveurs de problèmes du plus haut niveau, opérant sans aucun des échafaudages institutionnels que nous associons à la sophistication, et atteignant constamment des résultats qui nous impressionnent encore aujourd'hui. L'ingénierie de Göbekli Tepe, aussi remarquable qu'elle soit véritablement, s'inscrit parfaitement dans cette tradition. Des parallèles ethnographiques du monde entier démontrent précisément comment des communautés sans technologie moderne déplacent et dressent des pierres massives. Les habitants de l'île de Nias, en Sumatra, déplaçaient régulièrement des blocs de pierre comparables en taille aux plus grands piliers de Göbekli Tepe, en n'utilisant rien de plus que la force collective et coordonnée de leur communauté. Sur l'île de Pâques, des recherches ont finalement montré que de petites équipes pouvaient déplacer les célèbres moaïs à travers le paysage en position verticale, en utilisant uniquement des cordes, faisant effectivement avancer les statues. Élégant, simple, ne nécessitant aucune civilisation perdue pour l'expliquer, juste des connaissances et de la coordination. Des estimations détaillées pour les piliers de Göbekli Tepe confirment que la main-d'œuvre nécessaire, même en tenant compte du mouvement en montée et du terrain accidenté, était tout à fait réalisable pour une communauté sédentaire de quelques centaines de personnes, avec une planification suffisante et un effort collectif soutenu. Il n'y a pas eu de miracle d'ingénierie ici. Il y avait des connaissances accumulées, une organisation sociale et un effort humain déterminé. Et l'ADN confirme ce que toutes ces preuves impliquaient déjà. Des êtres humains pleinement modernes, la même capacité cognitive, le même cerveau, la même capacité d'imagination, de planification et de grandeur qui existent en chaque personne vivante aujourd'hui. Elle a toujours été là. Elle n'avait jamais besoin d'être apportée de l'extérieur. Göbekli Tepe est souvent décrit comme le plus ancien temple du monde. Mais ce cadrage, aussi saisissant soit-il, sous-estime ce que ce lieu représente véritablement. Ce n'est pas seulement un monument, c'est un seuil, le moment préservé dans la pierre où quelque chose de fondamental a basculé dans l'histoire humaine. L'ADN n'a pas révélé des dieux, ni des extraterrestres, ni une race de maîtres disparus se tenant derrière ces piliers. Il a révélé des êtres humains, des personnes spécifiques, traçables, entièrement humaines, dont l'histoire ne s'est pas arrêtée sur cette colline, mais a voyagé vers l'ouest à travers les millénaires, s'écoulant dans les ancêtres d'une grande partie du monde vivant aujourd'hui. Avec seulement une fraction du site excavé, Göbekli Tepe n'a presque certainement pas fini de réécrire l'histoire. Quoi que soit encore enfoui sous cette colline de calcaire, c'est là que l'on déposait des personnes qui n'avaient besoin d'aucune main étrangère pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Ils ont regardé une colline et ont imaginé quelque chose que personne n'avait jamais construit. Puis ils l'ont construit.